L'Afrique détient environ un quart des terres agricoles du monde, mais il fait face à une crise de faim alarmante. Elle dépense plus de 60 milliards de dollars par an pour importer des aliments qu'elle pourrait bien produire localement. La République du Congo, elle, importe à plus de 500 millions de francs CFA en aliments. Alors qu'on célèbre le 62e anniversaire de l'indépendance, il convient aussi de se demander si nous sommes libres dans nos assiettes. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission Afrique Jeunesse. Avec nous, deux invités. D'abord, Franck Ebok. Lui, il est économiste. Bonsoir, Franck. Bonsoir. Tout va bien? Très bien, ça va. Ah, super. Merci d'être là, Franck. Merci. Et puis, Zantès Mabiala, un libre penseur, professeur de philosophie au lycée général des Trois-Glorieuses. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. En forme? Très bien, très bien. Je suis très content de vous avoir. Moi de même. Moi de même, merci beaucoup. Ouais, tous les deux. Ah ouais, parce que vous savez que, à la limite, c'est un piège. Hein. Vous allez évoquer des questions, on va ensemble évoquer des questions difficiles. Et je pense qu'on va être à la hauteur pour éclairer nos concitoyens, nos frères congolais et africains qui nous suivent. Certainement. Première question, moi j'aimerais déjà savoir, vous savez qu'on célèbre le 62e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo. Et c'est pas qu'au Congo, les indépendances, ça va se succéder, c'est un peu partout, en Côte d'Ivoire, ça s'est déjà passé. Mais il y a lieu de se poser des questions. 62 ans après l'indépendance, sommes-nous, Franck, libres dans nos assiettes, dans ce que nous mangeons? Aujourd'hui, je peux dire simplement que s'il faut aller sur le thème libre dans nos assiettes, de manière individuelle, oui, parce que c'est chacun qui fait sa cuisine, c'est chacun qui se nourrit. Mais s'il faut aller sur c'est pas le blanc qui vient forcément te dire, bon, viens, va jeter le poulet. Il faut manger telle chose, il faut manger telle chose. Mais s'il faut aller dans un cadre purement général, pour regarder l'autosuffisance alimentaire dans notre pays aujourd'hui, le Congo et aussi en Afrique, je peux dire non, nous ne sommes pas libres dans nos assiettes. C'est-à-dire? C'est-à-dire aujourd'hui, la capacité de bien se nourrir est devenue un handicap aujourd'hui en Afrique et notamment au Congo. Est-ce qu'on mange équilibré? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que nous mangeons bien? Pas beaucoup manger. C'est la question qu'il faut se poser. Oui, il faut se poser. Bien se nourrir, ce n'est pas remplir son ventre. Ce n'est pas remplir son ventre, voilà. Bien se nourrir, ce n'est pas remplir son ventre. Bien se nourrir, c'est bien manger et manger ce qui est potable, qui est digestif, qui peut permettre une bonne croissance physique et corporelle. Ce qui enrichit l'organisme. Ce qui enrichit l'organisme, voilà. Comme généralement les scientifiques ou les diététiciens, ce qui enrichit l'organisme, qui apporte une plus-value au corps humain. C'est un peu ça dans ce que Vous pensez qu'on n'est pas capable de bien manger? Je pense qu'aujourd'hui, en regardant de manière globale ce qui se vit dans notre pays aujourd'hui, il y a au minimum 80% de la société qui n'arrive pas à bien consommer, qui n'arrive pas à bien manger, mais qui mangent à leur faim. Mais qui n'arrivent pas à bien manger. Qui n'arrivent pas à bien manger. Voilà. Et je vais passer la parole à M. Zantès Mabiala. Est-ce que nous sommes libres dans ce que nous mangeons? Je ne dirais pas oui comme mon frère, mais je vais quand même relativiser un peu. Parce que si on posait cette question à une tierce maman qui va au marché, ce n'est pas tout à fait la bonne chose. Parce qu'une maman peut avoir une idée, je vais aller acheter ceci, cela, arriver au marché, vu les prix, la rareté des choses, parfois elle est obligée de faire autre chose que ce qu'elle a improvisé. Dans ce cas, je ne dirais pas qu'elle est vraiment libre. Parce que la liberté voudrait que je veux ceci, je vais au marché, j'en trouve. Mais quand je veux par exemple manger du poisson, j'arrive au marché, soit il n'y a pas de poisson, soit le poisson est trop cher, alors je suis obligé d'aller dans les boucheries. Donc je ne dirais pas que je suis vraiment libre. La liberté à relativiser dans ce sens-là. Mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas libre? Pourquoi on n'est pas capable de s'acheter ce qu'on veut, de manger ce qu'on veut? Pourquoi? Simplement parce que nous sommes confrontés à la réalité. La réalité est que nos marchés sont presque remplis des aliments qui ne sont pas de bonne qualité. Et tout cela est lié au fait que nous ne produisons pas assez. En fait, nous sommes une population qui dépendons plus de l'importation, des choses comme ça. Et ce qui fait que sur le manger, nous avons des problèmes à assouvir vraiment ce que nous voudrions manger. C'est un peu ça. Donc le problème, ce n'est pas d'abord le pouvoir financier de chacun, mais il réside d'abord au niveau de notre capacité à produire ce que nous consommons. C'est ça? C'est ça, très bien. Bon, moi, je pense que tout va de pair, oui, c'est cela.
Tout va de pair parce que quand il y a diversité de produits et que le prix est aussi par rapport, disons, aux moyens de la personne, alors ça va de pair. Oui, c'est ça. Ça va de pair. Oui. Et donc, ce que on va parler de ce qu'on importe. Est-ce qu'on produit, est-ce que vous avez l'impression, au regard de ce que vous voyez, vu de façon générale, même pas d'abord pour aller toucher exactement ce que nous importons, est-ce que vous avez l'impression que nous importons plus que nous produisons nous-mêmes ici, en Afrique, sinon au Congo? Bon, moi, techniquement, c'est le cas parce qu'aujourd'hui, si je prends le cas du Congo où nous sommes, nous regardons la production au niveau du Congo et la distribution sur les marchés, je peux dire qu'elle est vraiment très basse. Ouais. Et c'est ce qui amène aujourd'hui les consommateurs à ne pas bien consommer. Pourquoi? Parce que, comme mon cher confrère a su bien le dire, on s'adapte sur le marché par rapport à nos moyens. Aujourd'hui, si on avait la capacité d'avoir une bonne production, c'est-à-dire une production locale, je vais essayer, avant de continuer, de définir ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire. Exact. L'autosuffisance alimentaire, c'est quoi? C'est la capacité qu'a un pays ou un individu de pouvoir s'alimenter par sa propre matière. Exact. Et aujourd'hui, nous regardons bien le contexte économique, nous regardons bien le contexte du marché. On a un problème aujourd'hui au niveau du Congo de cette satisfaction-là. Nous importons à 70 à 80% de l'extérieur. Nous importons quelle qualité? Des qualités. Des produits qui sont généralement pas de bonne qualité et des produits qui sont aussi de bonne qualité. D'où le panier de la ménagère. Il faut s'adapter sur le marché par rapport à nos poches. Mais si aujourd'hui on avait la capacité au Congo de pouvoir pallier cela, c'est-à-dire de produire, on ne deviendrions plus des importateurs, mais nous serons des exportateurs. Parce que nous allons produire d'abord pour notre marché et nous aurons aussi la capacité de pouvoir vendre comme les autres pays le font aujourd'hui. Le cas aujourd'hui de la crise, je vais prendre un cas qui est très simple, que tous nous voyons aujourd'hui. La crise mondiale liée aux céréales. Pourquoi aujourd'hui les pays africains sont impactés? Pourquoi le Congo aujourd'hui est impacté? On a vu l'augmentation du blé, nous avons vu l'augmentation de l'huile, nous avons vu l'augmentation des céréales et tout. Pourquoi aujourd'hui sur le marché il y a cette augmentation? Pour la simple raison que nous ne produisons pas. Nous ne produisons pas. Et aujourd'hui, tout le système mondial a été impacté simplement parce que l'Ukraine, qui est le grenier, je peux dire le grenier de l'Europe, et nous dépendons aujourd'hui en importation à 80 à 60% de l'Europe, est entré en guerre avec la Russie. Du coup, tout le système a été paralysé. En ce moment, imaginons-nous que nous avons une population qui n'a plus de blé, qui n'a plus de maïs. En ce moment, on va se tourner vers quoi? On va se tourner vers d'autres denrées. Essayer de voir comment concocter des choses comme la chikwang. Voilà. Comme du chikwang. Ou encore, je ne sais pas quel autre produit dérivé qui pourra produire de la farine. Mais est-ce que cette farine sera bien produite? Est-ce que il y a encore beaucoup de choses à faire? Au Cameroun, je voyais par exemple que le pain fait à base de la farine de manioc était encore en expérimentation. En expérimentation, ce n'était pas encore tout à fait ça. Et puis industriellement, le niveau n'est pas encore celui-là pour dire qu'on est capable. Parce qu'aujourd'hui, on peut bien faire de la farine du manioc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a des plantations qui peuvent nous donner une capacité de production énorme permettant de pouvoir satisfaire le marché? C'est un point d'interrogation. Production énorme, d'accord, mais régulière aussi. Mais c'est ce que je dis. Quand je parle de production énorme, ça veut dire aujourd'hui, on peut se retrouver avec des centaines de milliers d'hectares de production de manioc qui peuvent à un moment donné venir faire une balance avec les importations extérieures. Mais si on n'a pas, aujourd'hui, quand on regarde notre marché aujourd'hui, le manioc que nous consommons, je prends le cas du Congo, aujourd'hui au niveau du Congo, c'est plus des moments dans des villages, des moments dans des petits quartiers qui produisent du manioc de manière locale sur 500 mètres, sur maximum 1 hectare, qui n'arrivent même pas déjà à satisfaire un petit quartier, des petits besoins. On ne peut pas aujourd'hui compter sur eux pour venir faire une balance sur l'équilibre nutritionnel. Ou encore de dire que, ok, on va quitter du manioc, dériver du manioc, on va abandonner le blé ou le maïs pour se concentrer sur le manioc. Non, ça c'est des calculs à long terme. À long terme, et ça c'est même un risque de se balancer juste comme ça, sans vraiment réfléchir sur le risque ici et là. Alors, j'ai deux intellectuels sur le plateau. Messieurs, je vais vous proposer quelque chose.
et on va analyser ensemble, hein, ensemble, parce que c'est bien de dire on importe assez, on ne produit pas. Moi, j'aimerais qu'on entre un peu dans l'assiette du Congolais pour voir réellement l'impact, voilà, son impact sur le terrain. Si un jour on se disait on n'importe plus, on fait confiance à nos agriculteurs, j'aimerais qu'on analyse un peu ensemble et c'est pour ça que je vais vous proposer ce tellement. Faire de l'Afrique moderne une Afrique des Lumières grâce à un éveil des consciences, telle est notre mission. Pour ce faire, Franck Chamat et ses invités vous embarquent dans une nouvelle aventure d'Afrique et jeunesse. Bonjour, bonjour et bon appétit à tous. Un plat de mélange. Voici le déjeuner que nous faisons les jeunes ici au Congo-Brazzaville. Présentement, j'ai un plat qu'on appelle souvent le mélange. Dans ce mélange, nous avons le kao, autrement dit l'haricot. Nous avons les spaghettis. Bon, la question que je me pose, est-ce que ces spaghettis sont vraiment fabriqués ici chez nous au Congo? Deuxièmement, nous avons le haricot, qui est le kao. Ça aussi, je me pose des questions. Vraiment, est-ce que ces haricots-là sont vraiment fabriqués ici ou sont encore... Et là, nous avons la mayonnaise. Là aussi, je me pose des questions. Si vraiment la mayonnaise est fabriquée chez nous ici au Congo-Brazzaville. Et là encore, nous avons l'oignon. Surtout ça, je ne sais pas vraiment, ça revient d'où. Je ne sais pas si nous fabriquons ça ici ou bien nous plantons ça ici. Et là j'ai le sel. Ça, vraiment, je n'ai aucune idée de là où ça se fabrique. Et nous avons dans mon plat là, nous avons l'huile. Et je ne sais pas si l'huile là aussi vraiment, on le fabrique ici. Et là, nous avons du pain. Du pain déjà, je ne pense pas que ça se fabrique ici. Et vous-même, vous connaissez, le pain est fabriqué à base de quoi ou encore la farine? C'est à base du blé. Et le blé, vous connaissez vous-même, il y a un problème en Ukraine. Donc voilà un peu, vraiment, au finish, je me pose des questions au Congo-Brazzaville. Qu'est-ce qui est fabriqué ici vraiment? Monsieur Zontes, commentaire. C'est très bien et je pense que c'est ce que tous les Congolais savent au moins. Bon, disons peut-être pas tous, mais au moins la majorité. Et les questions que notre camarade se pose sont des questions pertinentes parce que quand on voit ce que nous mangeons au quotidien et qu'on se demande la provenance de ces produits-là, il y a lieu de s'interroger parce qu'on parle justement de l'alimentation. Alors, par rapport à ce que je viens de voir, je peux peut-être répondre à la question puisqu'on dit qu'est-ce qui est produit au Congo finalement. Bon, je pourrais répondre que rien n'est produit au Congo. Même si on peut dire qu'à Pointe-Noire, nous avons une entreprise qui fabrique, on va dire, des spaghettis, mais on importe le blé d'ailleurs. Il n'y a pas de plantation de blé au Congo, donc c'est toujours l'importation, on importe. Et puis on lui donne tout juste une forme. Voilà, une forme, même si on écrit farine du Congo, c'est pas, comment dire, j'ai oublié le nom là. Voilà. Ce n'est pas le Congo. Donc, même quand on voit la marque, bien sûr, on peut voyager à travers le Congo partout, on ne verra jamais des plantations de blé au Congo. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Donc, même si on met fabriqué au Congo, mais la provenance, ce n'est pas ça. Un produit qui serait totalement congolais devrait commencer de la matière première jusqu'au produit fini. Oui. Ce serait quelque chose de congolais. Bon, peut-être le sel, oui, on peut dire que le sel, il y en a tellement plein là, Inda, les potages, tout ça là. Donc, le sel au moins, c'est peut-être produit au Congo, mais en dehors du sel, peut-être l'eau.
Le reste, non, je ne crois pas. Ah, bien sûr, il n'y a rien. Ah, mais non, mais oui, mais si on importe aussi l'eau. L'eau, le Congo. Non, mais si on importe l'eau, oui, Voilà. ça c'est la mort. Dans cette alimentation, il y a l'eau. Oui. Peut-être avec le charbon, peut-être avec le gaz, je ne sais pas trop. Mais au moins, le sel, au moins, ça peut venir du Congo. Mais le reste, non. Voilà. En tout cas, c'est bien sûr. Justement, donc si on prenait tout, Oui. alors le Congo n'aurait que le sel. Par rapport à ça, bien sûr, on n'aurait que le sel et l'eau. Et l'eau. Ah oui, bien sûr, comme la mer. Monsieur Emok. Oui, c'est vraiment dommage parce que cette présentation, c'est le quotidien de tous les Congolais. Celui qui dit qu'il n'est pas encore passé par là, c'est qu'il ment. Il ment. On est tous passés par des cafétérias. Ça, c'est clair. Quel que soit l'âge, quelle que soit la fonction aujourd'hui, on est tous passés par des cafétérias. Voilà, y compris moi-même. Et je ne m'étais jamais posé cette question, mais à partir de là, je comprends que, comme mon confrère a dit, il n'y a que de l'eau Et le sel. et le sel qui sont produits localement. Ça, franchement, ça fait mal. On a peut-être même oublié le bouillon qu'on appelle le cube. Voilà. Mais en fait, tous les ingrédients, c'est ça. tous les ingrédients qui ont dans la composition de ce repas, de ce déjeuner du matin, c'est une composition extérieure. Parce que ce soit le cube, ou encore les oignons, ou encore les pâtes, ou tout ce qui compose le repas, les haricots, tout ça, on le sait très bien, c'est des produits qui sont importés. Et ça, c'est grave. Et même le pain aujourd'hui, simplement, le blé vient de l'extérieur. De l'extérieur. Ici, on c'est lui donne juste une forme. C'est juste une forme. Parce qu'aujourd'hui, pour dire qu'on est indépendant, il faudrait que nous produisons la matière première, que nous transformons pour avoir un produit semi-fini ou un produit fini. Mais aujourd'hui, on ne fait que des produits finis à partir des bases des importations. Donc, ça montre encore combien de fois nous sommes indépendants de l'extérieur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dépendants. Voilà, merci. Nous sommes dépendants de l'extérieur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tous les canaux d'importation sont coupés, on ne pourra plus avoir du pain, on ne pourra plus avoir des pâtes. Si les frontières sont fermées, on ne pourra plus avoir du cube ou encore de l'huile. Oignons, tout ça. Oignons dans ce sens. Donc c'est vraiment dommage et ça montre encore combien de fois nous dépendons de l'extérieur. Nous n'avons pas atteint l'autosuffisance. On est loin de l'atteindre. Je peux dire qu'on est très loin aujourd'hui au Congo de l'autosuffisance. Et ça, c'est grave, extrêmement grave. Oui, c'est très grave. C'est très grave. Est-ce que, puisqu'on parle de l'autosuffisance, on dit marche, fournissons les efforts vers l'autosuffisance alimentaire, retour à la terre, ce sont des slogans qu'on nous lance ici et là, retour à la terre. On a parlé de la diversification de l'économie avec pour pilier l'agriculture. On dit même qu'on est allé réveiller les femmes dans la Bouenza et dans le Niari. Est-ce que après tout ça, vous avez l'impression que tout ça, ce ne sont que des slogans? Parce que rien ne se fait. En réalité, on ne voit pas le retour, sinon la réalité, le retour de ce qu'elle dit sur le marché. Bien, je ne vais pas tout nier en bloc, dire que ce ne sont que des slogans. Je me rappelle, ça doit être quand j'étais en terminale, autour des années 2007-2008. Il y avait nos commandes qui passaient sur DIRTV où on avait importé, je crois, des bœufs, disons des vaches, du Brésil, je crois bien. Beaucoup. Que non, le Congo devrait produire du lait, devrait produire ceci. Et je crois que ça se trouve vers Oyo quelque part. Exact, oui. Et on en voit parfois dans les journaux, même à la télé, Télé Congo. Le président est parti quelque part, il est allé voir. On produit, on voit. Mais ces produits-là sont tellement rares et ça ne se trouve certainement que dans les supermarchés où les Congolais y vont très rarement. Donc, ces productions-là ne sont pas vraiment destinées au grand public. C'est peut-être pour la publicité simplement, pour montrer que oui, le Congo produit quelque chose. C'est vraiment ça. Et on a l'impression que ce n'est pas en quantité suffisante. Non, ce n'est pas en quantité suffisante. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans les boutiques ou dans les kiosques quelque part, vous êtes allé acheter du lait et on a écrit « fabriqué à Oyo », au Congo. C'est très rare. Au supermarché, oui, comme le foufou, ça existe dans les supermarchés. L'huile de palme aussi, on en voit des bouteilles jaunes là. Là, on parle du lait. Oui, je prends un peu en général ces produits-là. Donc, le lait congolais, je n'ai jamais vu, mais au supermarché, certainement, puisqu'on en voit à la télé quand on produit, je ne sais pas combien de litres de lait par jour. Donc, on peut dire que
on est peut-être à 0,1%, je ne sais pas comment dire ça. L'autosuffisance alimentaire, encore un slogan. Un slogan encore. L'autosuffisance alimentaire, encore un slogan, c'est une réalité. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, demander à la jeunesse de se lancer dans l'agriculture, encore l'agro-pastorale, c'est un très gros challenge. Demander au moment de Nyari ou de la Bouenza de se lancer dans l'agriculture de masse, c'est encore un challenge. C'est un très gros challenge. Pourquoi? Parce qu'on ne se lève pas un beau matin pour dire qu'il faut faire de l'agriculture. Ça, c'est une réalité. Oui. La majorité des pays aujourd'hui qui sont des pays agricoles. Pourquoi aujourd'hui, je prends encore le cas de l'Ukraine. Pourquoi aujourd'hui l'Ukraine a développé son agriculture à 60-80% sur les céréales? Parce qu'après les expertises sortent, ils ont compris que leur sol était un sol qui avait la capacité de pouvoir développer les céréales. Oui. Ils ont basé l'industrie sur ce. Aujourd'hui, ils sont le grenier de l'Europe et ils sont une plaque tournante de la vente des céréales dans le monde. Le cas du Congo de manière spécifique aujourd'hui. Si aujourd'hui nous voulons développer l'autosuffisance alimentaire, nous devons d'abord cibler les zones. Ça, c'est un premier point. Cibler les zones. Ce n'est pas demander simplement aux gens d'aller faire des champs. Et même quand on demande aux gens d'aller faire des champs, c'est quelle catégorie de champs? Oui. Il y a deux catégories. Il y a une catégorie qui est liée à la consommation directe. Et il y a la catégorie qui est liée à la production de masse. Développons l'agriculture, mais mettons les moyens pour accompagner ce développement de l'agriculture. Mais même, est-ce que tout le monde est fait pour faire les champs? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que tout le monde est fait? Parce que déjà, avant de dire qu'il faut faire de l'agriculture, est-ce qu'aujourd'hui, au niveau du Congo, nous avons des écoles d'agronomie? Oui. Est-ce que les gens sont formés? C'est la bonne question. Est-ce que les gens sont formés? Il y en a combien? Dans les différents départements, il y en a combien? Est-ce que les gens sont formés? Est-ce que les gens sont intéressés? Est-ce que l'État, après les formations, pour ceux, déjà, je sais quand même qu'il y a des écoles au niveau du Congo aujourd'hui, mais après que ces jeunes soient sortis de ces écoles-là, est-ce que ces jeunes ont des accompagnements? Est-ce que l'État a mis des moyens de subvention? Est-ce qu'aujourd'hui, l'État même a lancé des programmes de développement agro-pastoral ou encore agricole à grande échelle et on demandait aux jeunes d'aller se former afin de les recruter? Parce qu'avant de mettre un besoin sur la table, il faudra déjà mettre les moyens, c'est-à-dire les moyens physiques, personnels, les moyens matériels et avoir les implants aujourd'hui disponibles pour ce développement-là. Et il faut présenter à ces jeunes-là les intérêts. Les intérêts aujourd'hui. Oui. Les mamans de Nyari aujourd'hui de la Bouenza, quand tu vas devant une maman aujourd'hui qui a 1 hectare de manioc, tu vas lui dire aujourd'hui, maman, il faudrait aller maintenant à doubler la production, aller à 4-5 hectares de manioc. Quels sont les moyens qu'on a mis au devant de ces mamans, au devant de ces coopératives-là, afin de booster la production? Où on lui demande tout juste de multiplier les efforts, mais derrière... Derrière, qu'est-ce qui va? Aujourd'hui, un jeune qui a un projet agricole ou agro-pastoral aujourd'hui, qui a besoin peut-être d'aller, de faire un exemple, de mettre du maïs sur 15, 20, 30, 50 hectares, et qui au départ a la connaissance mais n'a pas de capitaux. Qu'est-ce qui est mis aujourd'hui pour motiver le jeune à aller à atteindre cet objectif-là? Moi je dis c'est un slogan. Parce que si ce n'était pas un slogan depuis des années que nous avons continué, des personnes ont toujours dit il faut faire, et on n'a pas vu le résultat aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a un niveau où il y a eu un problème. Oui, forcément. Et c'est ce problème qu'il faut aujourd'hui ressortir, ce problème aujourd'hui qu'il faut mettre au devant de la scène et pallier afin que d'ici 15-10 ans, qu'on puisse avoir l'autosuffisance alimentaire à tous les niveaux. Oui. Niveau agro-pastoral, quand on parle de niveau agro-pastoral, on parle de l'élevage, on parle de, je sais pas, on va mettre la pisciculture, on va mettre, je sais pas, la production du lait, pour fabriquer nous-mêmes nos fromages, pour fabriquer nous-mêmes tous ces points-là. Ou encore sur l'agriculture, c'est-à-dire produire de l'huile en grande quantité. Aujourd'hui, l'huile est très chère. Très chère. Produire du maïs, produire du blé, produire du manioc, produire de la tomate. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous mangeons, c'est conserve. Rien n'est produit au Congo. Rien n'est produit. Même les produits aujourd'hui qui sont made in Congo ne sont pas vulgarisés. Même dans les grandes surfaces aujourd'hui, peu sont les surfaces qui acceptent de présenter des produits made in Congo. Il y a un problème. Des produits locaux, ça veut dire qu'il y a un problème. Pour booster la jeunesse aujourd'hui à aller de l'avant dans cette production-là, dans ce développement, pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, il faudrait que l'État mette les moyens. Pour valoriser ces agriculteurs. De moyens pour valoriser d'abord ces agriculteurs, les faire connaître et mettre des moyens, enfin, des moyens mécaniques, des moyens en personne. Oui. Il y a le ministère de l'élevage et le ministère de l'agriculture aujourd'hui au Congo. Pour accompagner, et le ministère des Finances et les autres ministères qui sont autour
de mettre des moyens afin qu'on puisse avoir ce développement-là. Je voudrais rebondir un peu sur son intervention. Alors, peut-être ça va paraître un peu surprenant vu que mes interventions ont souvent été très critiques vis-à-vis du gouvernement, mais je dois quand même avouer que au Congo, on a essayé de faire ce genre de choses, d'initiatives. Par exemple, avec le projet Village agricole, qui n'a pas fonctionné malheureusement. Mais aujourd'hui, avec le nouveau ministre de l'Agriculture... C'est ce qu'il dit, c'est qu'il y a un problème. Oui, mais ils ont quand même essayé. Puisqu'on dit que l'État ne met pas, mais l'État avait certainement mis des moyens et ça n'a pas marché parce qu'on avait peut-être, à mon avis, mal ciblé les gens. On n'a pas initié les gens qui étaient au départ des agriculteurs, mais on a pris des gens comme ça par affinité. Où l'étude n'était pas bonne. Oui, l'étude n'était pas bonne. Alors aujourd'hui, le ministre Ngobo, qui... On voit quand même, parce que dernièrement j'ai suivi, on avait subventionné les gens, je crois dans le Niari, Bonza. Ils ont produit des maïs en quantité importante quand même. Les véhicules ont accompagné, ils ont quand même fait quelque chose. Mais sur ce point, comme mon camarade a dit, c'est qu'au final, sur le marché, sur le vécu, on ne voit pas ces choses-là. Donc au journal, on peut voir que oui, on produit tant de lait, il y a ceci, il y a du savon produit au Congo, il y a du maïs. Mais quand on vient sur le marché, c'est comme si ça s'est évaporé. Voilà. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est bien de passer à la télé pour parler, mais il faut qu'on voie le résultat sur le terrain. C'est justement ça. Parce que le problème, c'est qu'on ne doit pas nier le fait que le gouvernement parle et certainement on injecte des fonds. Et on montre parfois à la télé, voilà ce qu'on a fait. On est content, mais quand on va sur le terrain, apparemment, c'est comme si c'était sur un film qu'on a tourné. C'est de la fiction. Voilà. Donc, on se demande où sont partis les milliers de tonnes qu'on a produits de maïs, alors que nous avons un problème de farine aujourd'hui. On ne voit pas. On a vu à la télé, mais où sont passés ces produits-là? C'est ce problème-là que nous devrions parler. Donc, on reconnaît que le gouvernement fait quand même des efforts, puisqu'on en parle, ils mettent l'accent. On voit aussi quelques reportages ça et là, mais dans la réalité, on a comme l'impression que nous étions dans un film ou dans un rêve. Et on se réveille comme ça, le Congo est toujours ce qu'il est, malgré les promesses. Oui, je reviens. D'où la question de départ. Est-ce qu'aujourd'hui au Congo, on atteint nos objectifs en matière de suffisance alimentaire? Parce qu'on peut bien produire. Et ça, c'est ce qui se fait. On produit au Congo, mais on ne produit pas assez pour satisfaire la consommation locale. C'est ça le problème. Parce que pour atteindre la suffisance alimentaire, il faudrait que nous arrivions à gérer, à produire suffisamment pour déjà combler le besoin, le marché local, et aller même au-delà, c'est-à-dire aller au niveau d'exporter ces produits vers les pays voisins. Simplement les pays voisins, c'est-à-dire le Cameroun, la Centrafrique, le Gabon ou encore la Guinée équatoriale ou la RDC ou l'Angola. Mais on produit, mais on n'arrive pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à atteindre nos objectifs. Et c'est la question que moi je dis, c'est la question que l'État doit se poser aujourd'hui. Que, ok, on a fait depuis environ tel nombre de temps, voilà l'objectif qu'on a pu avoir. On a eu tel résultat aujourd'hui. À partir de telle catégorie de personnes, tel secteur qu'on a eu à toucher. S'il faut tripler cette production qu'on a déjà eue, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on continue avec les mêmes personnes? Si ce n'est que moi, oui, parce qu'ils ont montré qu'ils pouvaient le faire. Alors, quels sont les moyens qu'il faut mettre à leur disposition? Est-ce qu'il est même possible aujourd'hui de partir dans cette zone-là où on a développé l'agriculture à grande échelle, de prendre les jeunes enfants de ces agriculteurs-là, de les envoyer dans des centres d'agriculture, des centres d'agronomie? Je peux prendre le cas du Cameroun, les envoyer en formation comme on envoie aujourd'hui, on voit les jeunes qu'on envoie aujourd'hui au Maroc, en Tunisie, mais les envoyer afin de faire développer dans des pays où on voit que l'agriculture et l'agro-pastorale est développée. Je prends le cas du Cameroun. Ils soient formés et quand ils reviennent aujourd'hui, c'est pour qu'ils rentrent, autant pour moi, dans leur département, dans leur région, et avec les subventions de l'État, tripler ou quadrupler les productions que leurs parents avaient eu à faire les années antérieures. Je pense qu'avec ce challenge-là, je pense qu'on pourra atteindre nos objectifs aujourd'hui. Ce qui est sûr que ce n'est pas les objectifs qu'on va atteindre sur 2 ans, hein, 3 ans. Parce que l'agriculture de masse, c'est sur 15 ans, 20 ans. Pour dire aujourd'hui, oui, on arrive à produire assez d'huile, parce qu'on va voir qu'aujourd'hui,
le litre d'huile, je peux dire, pas l'huile raffinée, ce qu'on appelle généralement l'huile en vrac, qui est aujourd'hui à 1500, deux fois même 2000. Aujourd'hui, on peut vendre, on vendra peut-être la bouteille de 1 litre et demi. 1700, 1800. Oui, aujourd'hui, après 5 ans, 10 ans, pour avoir... Ah, ok, aujourd'hui, l'huile de vrac, on le vend maintenant à 700, à 500 francs, 1 litre et demi. Là, on va dire que oui, on a atteint l'objectif. Oui. Parce qu'on a vu qu'il y a de cela 10 ans, on était à 2000 francs, à 1800. Et 5 ans après, 10 ans après, on se retrouve à 500 francs. Oui. Ou encore la baguette de pain qui est aujourd'hui à 100 francs. On se retrouve avec une baguette de pain dans 5 ans ou dans 10 ans à 25 francs ou encore à 65 francs. En ce moment, on pourra dire oui, on est en train d'atteindre nos objectifs. Mais tant qu'on produit et que les prix montent, ça veut dire que là, il y a problème. Sérieusement, il y a problème. Alors, j'ai envie de dire à qui la faute? Est-ce que c'est la faute au gouvernement? Est-ce que c'est la faute à la population? Je vais encore vous proposer un autre élément. Un autre élément que vous allez suivre et ensuite on reviendra pour voir si c'est la faute au gouvernement ou si c'est la faute à la population. D'accord. J'attends vos réactions. Pour parvenir à un secteur agricole au diapason des objectifs visés, notamment en termes d'autosuffisance alimentaire, ont été souvent entravés par le peu d'intérêt des populations vis-à-vis de l'agriculture. Au Congo, sous l'ère coloniale, ou même après l'indépendance, l'agriculture était toujours reléguée en arrière-plan. Les travaux agricoles n'attiraient guère les jeunes qui se passionnaient plutôt pour les emplois de bureau, de préférence dans les rangs de la fonction publique, au point de contribuer de manière continue à l'amplification de la dépendance alimentaire de notre pays. Alors, c'est le discours sur l'état de la nation du président de la République, version 2021. Ouais. Réaction. Nous l'avons tous suivi et je peux dire clairement, je vais ressortir 2 zones d'ombre. Oui. Mais la plus grosse zone d'ombre, je remets à la population. Oui. Et son excellent, le président de la République, a parfaitement raison. Ah bon? Je dis parfaitement raison. Parfaitement. Je dis parfaitement raison. Voilà. Pourquoi je le dis? Comme il a su bien le dire aujourd'hui, son excellence, la jeunesse congolaise a dénigré le côté agro-pastoral. Ça, c'est un constat. Parce que moi, je suis Camerounais, je le dis clairement. Oui. Son constat, je le dis d'abord en tant que Camerounais qui vit au Congo depuis déjà 8 ans. Qui a fait son observation. Et qui a fait son observation. La production peut être développée si les populations aujourd'hui se mettent en idée de développer la production agricole. Ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, je prends le cas de la ville de Pointe-Noire où nous sommes aujourd'hui, nous faisons cette émission. Nous dépendons à 80 à 70% de l'extérieur en matière d'importation. Et en matière de production locale, je peux dire que c'est difficile aujourd'hui. Lorsque nous prenons un véhicule et nous quittons Pointe-Noire pour aller sur Dolisie, je pose la question, même aux internautes qui nous suivent aujourd'hui, combien de champs nous voyons en bordure de route? Nous n'allons pas accuser l'État. Ah, mais il y en a. Hein. Il y en a. Pas toujours en bordure de route, mais à l'intérieur, là-bas, vous verrez des champs. Il y en a à l'intérieur. Il y a des hectares. Il y a des hectares. Mais de quel produit? C'est la question que nous devons nous poser. De manioc. Parce que lorsqu'on parle, aujourd'hui de développer l'agriculture, d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, ce n'est pas l'autosuffisance alimentaire sur un seul produit. Il y a des champs de manioc parce que le Congolais consomme beaucoup de manioc. Nous consommons beaucoup de manioc. Oui. Et voilà pourquoi aujourd'hui les personnes se sont concentrées sur quoi? Sur la vente de manioc. Mais posons-nous la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui au Congo nous avons des champs d'oignons? Nous avons des champs d'ail. Nous avons des hectares de plantations de tomates. Point d'interrogation. Aujourd'hui on se retrouve à 3 tomates à 200, 250, 2 fois 300.
une tomate à 100 francs. Les prix ne font que grimper. Les prix ne font que grimper. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, la population se consacre sur un produit qui peut facilement écouler sur le marché. Facilement. J'ai pris juste quelques exemples pour montrer aujourd'hui où la population a son tort dans le développement de l'agriculture. Maintenant, je prends le cas de l'État. Oui. Parce que l'État aussi est pour beaucoup. Ah, Voilà. c'est là où je vous attendais en fait. Voilà, je vais arriver. Ok. Parce qu'aujourd'hui, pour que quelqu'un puisse produire de la tomate, il va falloir que la personne puisse écouler de la tomate. Mais on a un problème aujourd'hui. Même s'il faut être dans des zones un peu reculées, on a les péages qui sont chers, les déplacements compliqués. Et la voie est là. La voie est là, mais ce n'est pas tout le monde aujourd'hui. Quand vous finissez le produit, il faut bien écouler les produits à l'extérieur, arriver en ville. Mais est-ce que de ces zones-là, où il y a vraiment de la difficulté, qui sont presque inaccessibles, est-ce qu'il y a cette capacité de pouvoir faire ressortir les produits? C'est le point d'interrogation. Maintenant, on a les tracasseries routières. Entre parenthèses, vous connaissez tout ce qui est dans ce qu'on appelle tracasseries routières. Oui. Je n'ai pas besoin de les citer. Nous le savons tous. Mais maintenant, est-ce qu'il y a des unités de transformation? Voilà où l'État devait intervenir. Dans les partenariats gagnant-gagnant avec des entreprises extérieures, je prends le cas de la tomate. Oui. Dire aujourd'hui, si vous faites aujourd'hui 3 hectares, 4 hectares de tomates, on pourra peut-être aujourd'hui fabriquer la tomate au niveau du Congo, c'est-à-dire l'écraser et la mettre en boîte, la conserver. C'est-à-dire au lieu de vendre aujourd'hui la boîte à 100 francs, on pourra la vendre à 50 parce qu'on a une unité de production aujourd'hui. Je pense que c'est là aussi qui amène les personnes à ne pas se lancer dans cette... Et ça, c'est le rôle de l'État. Et ça, c'est le rôle de l'État. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas de moyens et qui n'a que ses hectares ne pourra pas se lever pour dire qu'aujourd'hui, je vais exporter ma tomate, ma tomate en fruits pour aller être fabriquée, je ne sais pas où, en Turquie ou en France ou bien je ne sais pas en Allemagne. Voilà le rôle de l'État. Et aussi le problème de subvention. Le dernier point, c'est le problème de subvention. L'État aujourd'hui subventionne, mais subventionne à quel niveau? Il faudrait motiver les personnes qui ont déjà commencé avec une certaine zone de production à aller au-delà de cette zone de production. Subventionner ceux qui pratiquent déjà en réalité. Pratiquent déjà en réalité. Parce qu'on ne subventionne pas ceux qui ne pratiquent pas. On subventionne ceux qui pratiquent. Je ne veux pas aller subventionner une personne qui a 500 mètres carrés ou bien 400 mètres ou 300 mètres carrés de plantation. Je vais subventionner quelqu'un qui a 2 hectares, 3 hectares. Parce que je sais qu'il pourra tripler sa production. Et ça pourra venir équilibrer le marché aujourd'hui. Voilà où l'État doit intervenir. 1. Trouver des partenaires qui pourront venir investir, créer des usines de transformation sur le plan local, de telle manière que la matière première est là, elle est transformée localement pour le marché local. Exactement. Et après maintenant, s'il y a un reste, ça peut être exporté au niveau des pays voisins. Et subventionner maintenant ceux-là dont on voit qu'ils ont la capacité de pouvoir produire à grande échelle. Monsieur Mabiala. Bien, le discours du chef de l'État est pertinent parce que c'est bien vrai que la mentalité du Congolais n'est pas orientée vers l'agriculture. L'agriculture, tout Congolais voudrait se voir dans des bureaux pour avoir des marchés, et ainsi de suite. Il y a de l'argent là-bas pour se sentir comme un patron parce que le Congolais est le reflet, comme disait un blanc, le reflet parfait du français. Alors, sur cette question, s'il fallait être juge entre l'État et la population, moi je dirais qu'au final, la faute revient toujours à l'État. Pourquoi? Je prends un exemple simple que j'ai vécu. Je crois, après les élections présidentielles, avec les événements de Toumi, tout ça là, on était en train de voyager vers Malélé. Il y avait un taxi qui avait surchargé des légumes sur un... voilà. Ils arrivent quelque part avec des bouchons de policiers. Le policier demandait qu'on lui donne un petit quelque chose. Alors, le chauffeur, puisque la Pour quelle raison? C'est comme ça, c'est normal. Défaut de surcharge. C'est leur droit. Alors, le taximan devrait aller très vite. Alors, le propriétaire des produits n'avait pas de quoi payer et puis ça crée des problèmes. Le chauffeur était content de laisser le lot des légumes là et de repartir sur Pointe-Noire. Alors, ce problème-là avait... Laissé. Oui, il a laissé. Il a dit, comme tu n'as pas l'argent, moi, je ne dois pas rester ici à négocier. Garde tes produits et tu négocies avec le policier. Moi, je pars. Le taximan est parti. Et les produits sont restés là. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont fait par la suite. Alors, donc, ce problème-là, c'est qu'il y a quand même des poulets qui produisent. Malheureusement, des problèmes logistiques de transport. On a quand même essayé d'arranger un peu les routes. On doit quand même
reconnaître. Mais il y a des problèmes encore plus compliqués sur ces tracasseries de manière globale. Et je me rappelle encore une fois, le syndicat, je crois, du transport au Cameroun avait fait un débat sur Vox Africa. Alors c'était un problème où on disait comment se fait-il que dans les pays de la zone CEMAC, c'est souvent au Congo et au Gabon, bon plus au Congo puisqu'on parlait du Congo, où les produits sont plus chers. On a dit c'est simplement parce que quand les véhicules entrent, quand ça traverse le Congo, il y a tellement de bouchons pour des raisons que nous ignorons. Alors le syndicat, je crois c'est M. Malonga, le syndicat des consommateurs, qui avait fait une émission sur cette affaire-là pour dire pourquoi tant de bouchons alors qu'il y a le guichet unique qui existe. Alors, on avait entendu dire que le ministre, je crois, de l'Intérieur avait fait une tournée là-bas. Bon, il a d'abord annoncé qu'il devrait aller voir lui-même et quand il est parti avec la presse, ils n'ont rien vu. Ils ont dit voilà, donc les gens mentent, il n'y a pas de policiers, il n'y a pas de bouchons ici, on invente. Voilà encore la comédie que le gouvernement joue avec lui-même. Quelque part, les populations se plaignent de ce qui est vécu, mais quelque part, on joue un peu on a l'impression qu'on a Hollywood, quoi. Voilà. Donc, les gens produisent quand même. Quand vous êtes dans les endroits comme Dolisie, comme, disons, le Niari, Bouenza, tout ça, là, il y a des gens qui produisent des coopératives quand même, qui travaillent. On voit quand même des véhicules arrivent au fond, tout ça, là. Mais il n'y a pas d'accompagnement de l'État. Et quand ils font cela, pourtant c'est produit localement, mais ces policiers-là, je ne sais pas, ils sont attachés à quel ministère pour exiger des sommes comme ça, ainsi de suite, et ça devient un problème normal. En dehors des péages, il y a encore ces choses-là qui s'ajoutent, et beaucoup de gens se découragent. Il y a même des gens qui se disaient que, puisqu'on m'a fait cela, je dois devenir militaire pour me venger contre cela. Donc voilà le problème. Donc il y a des gens qui font des choses, qui veulent bien se développer, mais avec des barrières qui existent au pays, il y a des problèmes. Il y a quelques petits Congolais, même à Pointe-Noire, qui transforment la pâte d'arachide, les tomates, des choses comme ça, mais en quantité vraiment minime. La dernière fois, on avait fait même une exposition du marché industriel, je crois que c'était à Ngoyo, où on présentait les produits transformés au Congo. Il y en avait. Mais la subvention de l'État fait défaut. Malheureusement, quand il faut investir, le ministère... Et c'est bizarre, quasiment partout, c'est le même problème. Voilà. Les subventions. Quand il faut subventionner, on trouve des gens qui n'ont parfois rien à voir avec la réalité, avec les gens qui pratiquent les choses en question. Et c'est des gens qu'on invente comme ça. Non, c'est mon frère. Voilà, tant de milliards et sur le terrain, on ne voit plus rien. Donc, au final, ça revient encore au gouvernement et surtout à cette affaire que je ne comprends pas tout le sens, comment on appelle ça, la commission de lutte contre la fraude. Je ne sais pas quel est vraiment leur rôle. Il y a nos juges qui devraient ouvrir beaucoup d'enquêtes sur beaucoup d'affaires au Congo. Malheureusement, ils sont là. Ils n'attendent que des problèmes politiques, surtout avec l'opposition, pour brandir voilà, des choses comme ça. Malheureusement. Malheureusement. Et j'ai envie qu'on touche maintenant, Franck, à souligner des solutions tout à l'heure, les usines de transformation. Quelque chose à ajouter en ce qui concerne les solutions? Les solutions, l'État devrait se prendre au sérieux. Comment on sort de ces incongruités? Je prends par exemple le cas du ministre de l'Enseignement technique, Ghislain Makessa Ebomé. Il a fait quand même des tournées un peu partout dans les écoles pour essayer de redonner un sens. Parce que le problème du Congo, c'est que les gens peuvent subir une formation telle, mais à la fin, ils se transforment en une autre personne. Reconversion professionnelle. Et un jour, il devient chauffeur. Il a fait par exemple la littérature, il devient plus tard, et ainsi de suite. Donc, il y a ce problème-là. Alors, il avait, un géologue qui devient dans coordonné. son idée, il voulait que les écoles techniques puissent produire. Donc, par exemple, au nord, dans la région de la Songa, là-bas, il y avait vraiment de l'espace pour l'école technique de produire. Alors, son idée, c'était qu'on devrait produire localement et que ces écoles aient, il avait même dit un mot là, que pour lui, les directeurs des écoles devraient être des managers. C'est-à-dire des gens, des entrepreneurs. Oui. L'école produit et automatiquement on vend pour que l'école puisse faire aussi de l'argent. C'est une idée à apprécier et à encourager. Donc je pense qu'on peut partir déjà de l'idée du ministre dans l'enseignement technique, ceux qui peuvent produire, qu'ils produisent déjà. Et dans cette production, on peut commencer par là, c'est peut-être minime, mais avec le temps, ça pourra aller. C'est aussi une façon d'emmener les élèves vraiment sur le terrain de la pratique. Terrain de la pratique, oui, bien sûr. Parce que comme ça, même quand ils auraient fini, ils auront déjà
le circuit, ils comprennent déjà Ils le savent goût, comment ça fonctionne. Ils savent comment ça fonctionne. Donc ce serait déjà une bonne chose que de faire seulement la théorie au tableau et à la fin, on se dit, bon, il n'y a pas de boulot et on change. Donc ce serait déjà ça ma proposition. Alors, la régie me fait déjà savoir que c'est terminé, qu'on a plus de temps. C'est dommage, j'ai l'impression que le temps est passé très vite. Oui, malheureusement, j'ai envie de vous écouter, de continuer à vous écouter pour qu'on développe de plus en plus. Mais vous savez qu'en matière de télé ou de radio, l'heure c'est l'heure, après l'heure ce n'est plus l'heure. On fait déjà signe au niveau de la régie. Donc, conclusion, comme disait Franck tout à l'heure, on est encore très loin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. On est très loin d'atteindre. C'est vraiment dommage, mais on est très loin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et la réalité, le terrain ne facilite pas les choses, malheureusement. Bon, le terrain, je crois que ça facilite puisqu'aujourd'hui... Mais aussi les mentalités. Les mentalités d'abord, oui, parce que le terrain, au moins on en parle, on encourage. On ne peut pas quand même le nier. Mais il faut que le Congolais prenne vraiment des choses au sérieux. On doit oublier cette affaire du pétrole, des choses comme ça. On doit vraiment regarder la réalité en face. Parce que notre pays, même si vous jetez une graine là, ça va pousser. Ça veut dire que nous avons la chance déjà. Ça, c'est clair. Mais on n'a pas cette mentalité. Changeons d'abord de mentalité, comme disait le président. Alors, encore un peu, je vais grignoter encore un peu de temps là-bas. Pendant que je faisais des enquêtes, quand je préparais cette émission, j'ai fait mes enquêtes et je suis allé tomber sur un rapport de la FAO qui date encore de quelques années, qui disait que dans 10 ans, la population africaine atteindra 1,3 milliard d'habitants, 1,3 milliard d'habitants sur le continent africain, et ça risque, cette surpopulation, cette démographie croissante risque d'aggraver la crise alimentaire, et ça c'est un danger, Franck. Oui, c'est un risque. Et moi, j'ai dit 1 milliard, je crois que ça c'est peu, hein, parce que les Africains accouchent beaucoup. Surtout avec cet temps de crise aujourd'hui où monsieur et madame sont toujours à la maison. Donc, l'option d'accoucher, elle est très vaste. On est ensemble. Voilà. Je voudrais... Oui, donc c'est pour dire simplement que nous sommes vraiment aujourd'hui dans l'optique de développer des programmes qui vont permettre à nos pays, en Afrique, de pouvoir produire en grande masse. Oui. Parce que si déjà il y a eu cette observation sur le plan mondial, c'est déjà un indice qui ramène nos dirigeants aujourd'hui à comprendre qu'il faudrait se manier à produire, mettre des moyens et enlever toutes les barrières négatives, mais mettre toutes les possibilités positives pour permettre à nos agriculteurs, à nos chefs d'entreprise, aujourd'hui à nos entrepreneurs, de pouvoir développer l'agriculture, développer l'agro-pastoral dans nos pays. Oui, ce que je voudrais ajouter, c'est la pensée du professeur Théophile Obenga sur la question. Il dit très souvent que ce qui manque aux présidents africains, ils ne sont pas des visionnaires. Des visionnaires. C'est qu'eux, ils ne regardent que sa durée au pouvoir et le bien autour de lui. Parce que si on regarde la carte d'Afrique, on voit bien que l'Afrique du Nord est généralement déserte et l'Afrique subsaharienne est bénie, on va dire ça comme ça. C'est vraiment de la verdure. Et si l'Afrique était vraiment unie, comme dit le professeur Obenga, on ne verrait jamais comme au Kenya, disons au Somalie, au Madagascar, les gens mourir de faim. L'Afrique centrale surtout serait le grenier de l'Afrique et pourquoi pas du monde. Malheureusement, nous avons des chefs d'État qui n'ont pas des visions d'envergure. Voilà, ils regardent demain, après-demain, comment monter la constitution pour faire ceci, mais ils ne regardent pas des grands projets pour nourrir le monde. Ils n'ont pas des visions du monde. Ils ont des visions régionalistes, voilà. C'est un peu ça qui tue l'Afrique. Ou national. Tout simplement, oui. Tout simplement. Ouais, c'est un peu chaque président qui s'accroche à son petit pouvoir, dans son petit État, et il se contente de ça, il veut s'éterniser, rester roi à vie. Oui, parce que quand on voit les pays comme la Côte d'Ivoire avec le cacao, le Cameroun avec toutes ses productions, on peut déjà copier le modèle et faire autant dans tous ces pays qui sont bénis par la terre et tout ça. Malheureusement, nos chefs d'État sont embrouillés un peu par le pouvoir. Ils ne regardent pas vraiment la réalité en face. Et comme tu l'as dit, certainement, on va mourir de faim, on va mourir. Ça arrivera. Il le dit avec certitude. Oh, mais ça va arriver. Oui. Parce que si papa ne prend pas des précautions pour préparer un avenir pour ses enfants, les enfants ils vont mourir. On va finir par mourir à la Méditerranée comme nos frères qui vont en Europe.
Et ça sera comme ça. Bon, mais heureusement qu'il y a des émissions comme celle-ci et des gens comme vous hein, qui disent à un moment donné la vérité. Et on espère que ceux qui regardent, surtout les gouvernants, prendront acte et passeront à la pratique pour changer les choses. Parce que ces émissions ne sont pas faites dans le but, il faut le rappeler, de léser les gens. Mais c'est simplement dans le but de réveiller la conscience pour qu'on voie à un moment donné là où ça ne va pas et qu'ensemble, qu'on se mette au travail pour qu'on change les choses, qu'on développe les choses et pourquoi pas toute l'Afrique se réunir, comme disait Kwame Nkrumah, Théophile Obenga le dit toujours, l'État fédéral d'Afrique noire. Et pour qu'on se développe, pour qu'on devienne plus grand, il y a un homme très puissant en Afrique, il n'est plus, il disait, le jour où les États africains se mettront ensemble, formeront l'État fédéral, si c'est lundi, mardi, ils deviendront la 3e puissance mondiale. Et s'il a raison, ben, c'est peut-être la solution. Voilà, c'est peut-être la solution. Mesdames, Messieurs, merci d'être restés nombreux devant vos écrans en train de regarder l'émission Afrique et Jeunesse. Je rappelle que le thème du jour, c'était l'indépendance. On était sur l'indépendance alimentaire. 62 ans après, sommes-nous libres dans nos assiettes? Tout a été dit. À chacun de tirer les conclusions. Voilà, si vous avez aimé, vous pouvez laisser des commentaires hein, sur nos différents réseaux sociaux. Il y en a tellement que, bon, voilà, à la fin, vous aurez tout aligné, tout sera aligné et chacun pourra venir mettre ses commentaires. Merci à vous qui êtes restés nombreux devant vos écrans. Merci à vous, Franck. Merci. Ebok. Merci d'être passé et merci pour la franchise. C'est normal. Hein? Merci à toi, Zontez Mabiala. En tout cas, pour tous les deux, ce n'est pas pour la première fois que vous passez ici. Ouais, j'espère que vous reviendrez. Certainement, parce que les Congolais, les Africains ont besoin de votre substance. Et chacun de nous a un rôle, je pense, sur cette terre. Oui, bien sûr. Chacun apporte sa pierre à l'édifice et on espère que les choses changeront. Merci bien. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs. Je rappelle que la technique était assurée par mon ami Jody, Gonzalez Miete, Saint-Renaud Viber et puis Brelmont. Au revoir et à très bientôt. Faire de l'Afrique moderne, une Afrique des Lumières, grâce à un éveil des consciences, telle est notre mission. Pour ce faire, Franchamat et ses invités vous embarquent dans une nouvelle aventure d'Afrique et jeunesse.